On va passer à la deuxième partie. Donc, on a ce lycée, conditions difficiles. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment, justement, se passe la gestion du Covid? Quels sont les manques? Qu'est-ce que vous exigez par rapport à ça? Voilà. Qui prend la parole? On fait le même ordre ou on change Bah, moi, je veux bien reprendre et puis de toute Ah, façon. le parent d'élève va Ah commencer. bah oui, vas-y. Vincent Gerbier. Donc, je prends le bouton. Ah, il y a le parent d'élève qui est en train de m'appeler pour essayer de se connecter. Apparemment, moi, je ne peux pas le prendre, mais je continue. Par rapport au Covid, effectivement, les parents d'élèves, ils sont très regardants. Déjà, on a quelques petits désaccords de principe. Enfin, c'est-à-dire que le confinement, il nous bloque tous. La preuve, on est en conférence visio. Dernièrement, on vient d'élire les parents et professeurs, les élus, il y a plus le personnel en commission CHS, qui est très importante justement par rapport au premier dossier qu'on vient de parler et maintenant le dossier Covid. Et du fait du confinement, on ne peut pas assister aux réunions pour voir les problématiques à l'intérieur du lycée. Pourtant, c'est primordial, quoi. Donc là-dessus, c'est un premier problème. Le deuxième problème qu'on a relevé avec quelques parents, c'est qu'on a eu tardivement les masques de protection pour les lycéens qui étaient promis. Bon, après, on a tous conscience de l'actualité, des difficultés et tout. Mais enfin, je suis ouvrier, quand on passe au boulot, on va au boulot. Le problématique qu'on a relevé, c'est que ce sont des masques en plus qui sont 100% en plastique, en polythène, quelque chose comme ça. Sur le fond, on n'est pas tout à fait convaincu de la matière offerte aux élèves. Tout ça, ça fait partie de l'éducation, en fait. Hein. C'est pareil, on a un regard sur l'écologie, bien entendu, comme c'est l'actualité, mais en même temps sur qu'est-ce qu'on apporte à l'éducation des enfants. Donc là, on a quelques gros yeux pour exprimer un regret, hein, parce qu'il y a quand même suffisamment de matière et de professionnels en France pour avoir, alors peut-être pas obligatoirement du tissu et de la soie, parce que ça fait mais voilà, quoi, ça fait partie des choses. En ce qui concerne l'aménagement, et là je suis impatient d'écouter les professeurs, on n'a pas pu avoir de rencontre commune pour discuter de l'alternance, et ça c'est à regret pour moi, parce que ce sont des professionnels, ils nous auraient certainement, on aurait pu échanger comment procéder. Alors je ne dis pas ce qui a été mis en place est négatif, le loin de là, mais les échanges, ça fait partie quand même des choses importantes, et on regrette qu'on n'ait pas pu avoir cette discussion. Voilà. Voilà, je laisse la parole au… La chose que dit Vincent, donc je note, c'est on est dans un établissement qui de facto n'est pas confiné, puisque les cours continuent à avoir. Et l'étonnement, c'est qu'il ne puisse pas y avoir des réunions de concertation, etc., avec les parents notamment, sur les conditions dans lesquelles tout ça se passe. Je résume bien, c'est à peu près ça, ce que j'ai dit, ce qui a été dit. Qui prend la parole? Je veux bien. Allez-y, Emmanuel. Oui, en fait, ce que je voudrais souligner, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Gerbier concernant le fait que les parents auraient dû être associés aux réflexions ayant mené à la mise en œuvre d'un certain protocole chez nous qu'on va vous exposer ensuite. Et je trouve que c'est quand même très hypocrite, ou enfin, je ne sais pas quel terme utiliser, de dire que les parents ne peuvent pas venir au lycée parce que ce sont des adultes, et je pense qu'en prenant certaines précautions, on aurait très bien pu organiser une réunion avec eux, sachant que… alors, en 2 mots, ce qui a été mis en place chez nous, et ce n'était pas tout à fait ce que souhaitait un certain nombre d'enseignants, c'est une solution qui est mieux que rien, mais qui n'est quand même pas idéale, à savoir, c'est un fonctionnement par niveau alterné. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un vrai distanciel. C'est pas un vrai dédoublement de classe, pardon. Voilà, je m'exprime plus clairement. C'est pas un dédoublement de classe, c'est pas un travail en demi-groupe, mais c'est une alternance par niveau qui concerne d'ailleurs exclusivement les classes de première et de terminale. Donc rien pour les secondes, rien pour les BTS qui eux sont toujours en présentiel tous les jours normalement, et donc les terminales et les premières alternent un jour sur 2. Donc ce qui réduit, le point positif, c'est qu'effectivement ça réduit la jauge globale de l'établissement. Ça réduit un petit peu le nombre d'élèves vu que voilà,
comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est 1550 élèves, je crois exactement, donc ça réduit un petit peu la jauge. Je crois qu'on atteint 1100 élèves, quelque chose comme ça. Bon, on corrigera si c'est pas tout à fait ça. Mais le fait est que, par exemple, moi, j'ai une terminale générale à 34 élèves, je l'ai toujours à 34 élèves, dans une salle d'ailleurs, pour donner un exemple, où je dois systématiquement aller chercher une table et une chaise dans une autre salle, hein, parce que donc c'est pour vous dire à quel point on est serré. Donc il n'y a jamais assez Comment de… vous faites alors? Excusez-moi, mais Comment ? comment vous faites du coup? On se sert davantage encore et on rajoute une chaise et une table. Voilà. En fait, la seule différence, c'est que vous êtes masqué, quoi. Oui, voilà, exactement. D'accord. Mais aucune distanciation de 1 mètre entre chaque élève, chaque table, évidemment. Hein. Donc, je reviens sur cette histoire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le dédoublement, en réalité, n'est concrètement pas appliqué. Non, non. Non, alors ça, je dévie sur autre chose, mais justement, ça, c'est vraiment un problème aussi qui est tout à fait scandaleux, à savoir que c'est le règne de l'arbitraire et du démerdentiel partout, hein. C'est-à-dire que dans tel établissement, un fonctionnement vraiment par dédoublement est mis en place ici, mais à tel autre endroit non, et à tel autre endroit, comme chez nous, un fonctionnement alterné par niveau. Enfin, voilà. Donc, ce qui, encore une fois, revient à une égalité de traitement, hein, au final, et à… ça va dans le sens assez global, voilà, d'une destruction de l'éducation nationale. Voilà, pour résumer. Et donc, je reviens à l'histoire des parents pour dire que, étant donné qu'on est donc autorisé, si on peut dire, à faire cours avec 35 élèves dans une classe, bien sûr qu'on aurait pu recevoir les parents qui sont des adultes responsables et faire ça en bonne intelligence, en respectant les distanciations sociales. Donc effectivement, c'est tout à fait regrettable et je pense que, je le répète, ça aurait pu avoir lieu. Voilà, donc pour l'organisation chez nous, voilà, donc toutes les salles, après en ce qui concerne vraiment le protocole, toutes les salles sont équipées de distributeurs de gel hydroalcoolique, mais les distributeurs sont quand même assez souvent vides. Alors pourquoi ? Parce que les agents n'ont pas le temps de courir dans toutes les salles pour les remplir dès qu'ils sont vides, parce que les commandes ne sont pas toujours passées en temps et en heure. Donc on s'est retrouvé à un moment vraiment embêté avec plus du tout de réserve de gel. Voilà, les commandes n'ont pas été passées. Ensuite, le nettoyage des salles a lieu une fois par jour. C'est tout. Monsieur Gerbier a très bien souligné le problème. On nous invite. Enfin, c'est quand même, si on peut dire, la seule décision effective et réalisable de M. Blanquer, c'est d'aérer. Donc voilà, hein, c'est tout. Puisque tout le reste, hein, il l'a bien dit, et ça figure dans les circulaires. On doit appliquer les mesures de distanciation, etc. Mais si possible, hein, et si c'est pas possible, on s'en passe. Hein. Voilà, donc les salles sont pas suffisamment nettoyées, bien sûr. Gros problème d'aération chez nous, gros problème de sanitaire, et puis énorme problème à la demi-pension, hein, où là, les règles de distanciation sociale, etc., ne sont pas respectées. Et puis, ils ne le sont pas du fait des problématiques spécifiques du lycée fédéral, ou ils ne le sont pas nulle part, en fait? À ma connaissance, nulle part. Enfin oui, c'est-à-dire que et même on en arrive à des choses qui sont totalement scandaleuses. Dans certains établissements, on invite les élèves, enfin voilà, on les pousse un peu à, si possible, ne plus venir manger à la cantine. Donc, ce qui est totalement scandaleux, c'est un service voilà, qui est dû aux élèves, sachant de plus que pour certains élèves, c'est un repas indispensable. Il y a malheureusement, voilà, encore une fois, de population très défavorisée, et le repas à la cantine est tout à fait essentiel. Et puis, je voudrais aussi dire une toute petite chose, et ensuite j'arrête, concernant la pratique sportive. Donc, c'est totalement aberrant aussi, c'est-à-dire que pour la pratique sportive, là, le port du masque est prohibé. Voilà, mais que les activités sportives aient lieu à l'extérieur, bon, ça on peut comprendre, mais à l'intérieur aussi. Donc, c'est pas forcément le cas chez nous, mais le collège d'Épinay-sur-Seine, il y a, je crois, 10 enseignants d'EPS, et à un moment donné, ils avaient 8 enseignants qui étaient Covid+. Voilà.
Et enfin, dernière chose aussi, la communication quand même dans notre établissement est assez opaque concernant les cas de Covid. Donc, on n'a pas toujours les informations. On a des informations partielles ou tronquées parce que nous, comme on est sur le terrain, on s'aperçoit qu'on a des élèves voilà, qui nous écrivent, faut nous dire qu'ils sont fait tester, qui sont positifs, mais bizarrement, ils ne sont pas comptabilisés dans la gestion générale dont la chef nous donne communication. Voilà. Jean-Marie, c'est la même analyse. Vous avez des classes de quelle… c'est quelle classe? Alors, moi, je suis enseignant d'histoire géo et donc moi j'ai des classes de seconde donc qui restent sur leur emploi du temps normal au lycée qu'on voit tous les jours et des classes de première générale et de terminale technologique. Donc elles, voilà, ça alterne. Et je reviens juste sur ce que ma collègue vient de dire concernant justement le suivi des cas Covid, d'élèves ou de personnel dans l'établissement. En fait, alors, je sais pas ce qui est de la part de la volonté de la direction ou non, mais la réalité, c'est que les collègues infirmières, assistants et assistantes sociales, en fait, sont débordés. Et, ils sont débordés. Les cas Covid qu'ils peuvent percevoir, finalement, ils en sont arrivés au mois d'octobre, tellement ça a commencé à flamber à nouveau, à faire eux-mêmes le travail de traçage. Ok, donc tel élève, on est prévenu qu'elle a eu le Covid. Ok, elle a mangé avec qui, etc. Simplement parce que les ARS et l'ARS Île-de-France particulièrement est débordé. Et au final, je ne sais pas si la direction, en fait, moi, ce que je crois, j'en sais rien, mais ce que je crois, c'est tout simplement que la direction de notre établissement, elle n'a pas les chiffres pour plusieurs raisons. Il y a sans doute des familles qui ne font pas remonter à l'établissement le fait que un tel est malade, une telle est malade dans la famille. Et forcément, tout cela, ça contribue à laisser le traîner le virus. Et là-dessus, enfin ouais, il faut souligner quoi, la collègue infirmière particulièrement mobilisés là-dessus, mais nos collègues assistants sociaux et assistants sociaux, ils sont aussi particulièrement mobilisés parce que cette crise sanitaire, derrière, c'est aussi une crise sociale et qui touche particulièrement le territoire d'Épinay et des communes alentours. Et c'est vrai que en fait, cette crise sanitaire, c'était déjà très compliqué de travailler au lycée Fédère du fait du chantier, du fait que c'est un grand lycée, 1560 élèves, c'est un gros lycée. Et là vient s'ajouter la crise sanitaire et qui rend tout plus complexe, qui rend la communication plus complexe, qui rend nous notre travail quotidien plus complexe. En effet, l'alternance des classes, donc ça oblige nous à bidouiller. Alors certes, on est enseignant, on est des experts de la pédagogie, on connaît notre métier. L'équipe des enseignants à FEDER, voilà, sont pour la plupart en plus des gens qui sont là depuis un bon moment. Donc on essaye, mais en fait, ça montre aussi la façon dont cette crise sanitaire, elle a été gérée par le ministère de l'Éducation nationale. Tout simplement, en fait, c'est l'impréparation depuis le début. Là, on s'est retrouvé à faire des demi-groupes ou de l'alternance. Il faut quand même savoir que ça a été arraché au ministère par les grèves nombreuses qui ont eu lieu à la rentrée. Ces grèves nombreuses, deux raisons, hein. Clairement le contexte sanitaire, mais aussi le mépris affiché par Monsieur Blanquer et le ministère en supprimant les 2 heures de concertation suite à l'assassinat de Samuel Paty. Moi j'ai rarement vu nos listes mail et nos listes de discussion flamber autant suite à ça, parce que ça a été vraiment ressenti comme un crachat au visage de la part des enseignants. Et donc, en fait, nous, on a choisi le jour de la rentrée, de se mettre en grève, et pas se mettre en grève en restant chez nous, en fait, de se mettre en grève au lycée pour préparer un protocole sanitaire qui soit digne de ce nom et pour se préparer l'hommage à notre collègue assassiné. Et cette impréparation, elle se ressent là, elle s'est ressentie aussi au moment de la première vague, hein, nous sommes prêts du ministre avant le premier confinement. Bon, je crois que personne n'en était dupe. Mais surtout, en fait, ce qui nous agace particulièrement, c'est que depuis le mois de mai-juin, nous demandons, l'ensemble des enseignants, que ce soit à FEDER mais aussi ailleurs, on a des revendications simples,
pour permettre de préparer cette seconde vague auquel on pouvait s'attendre, et puis peut-être cette troisième vague ensuite. Il faut des embauches, il fallait des embauches d'enseignants. Il fallait embaucher des enseignants pour permettre de réduire le nombre d'élèves par classe. Évidemment, il fallait aussi réquisitionner des bâtiments. On a besoin de salles de classe. Il fallait aussi, pourquoi pas, solliciter le milieu associatif. Le milieu associatif, il est suffisamment bousculé en ce moment à cause de cette crise sanitaire, à cause d'une sous-activité, puisqu'on n'a pas le droit de sortir, rien du tout. Et là, j'en viens à la pédagogie, qui est le cœur de nos métiers. Il fallait nous former, parce que le ministre claironne depuis la rentrée, les enseignants étaient formés, les enseignants étaient formés. Alors, il serait faux de dire qu'il n'y a pas eu de formation sur, par exemple, l'enseignement à distance, etc. Moi, j'ai assisté à certaines d'entre elles au mois de mai, au mois de juin, mais ça n'a pas touché la majorité des collègues, ça c'est pas vrai. Il aurait fallu alléger les programmes, en particulier en lycée. Il aurait fallu revoir les modalités d'examen, ce qui n'a pas été fait, ce qui fait qu'on se retrouve là, il y a 2 semaines, avec l'annonce du ministre qui dit « Ah on va supprimer les épreuves communes ». Oui, parce que c'est ingérable. Tout ça aurait pu être anticipé. Pas forcément sur la première vague, certes, mais je veux dire, entre le déconfinement du 11 mai et la rentrée de septembre, il y a eu des mois nombreux. On a été nombreux, les enseignants, à demander cette préparation. Malheureusement, on nous a souvent répondu « Oh, on verra, on va pas se préparer, peut-être qu'il y aura rien ». Bon, et tout ça, enfin, c'est… voilà, là, on se retrouve à nouveau à devoir improviser. On fait ce qu'on peut. Je pense qu'on fait des choses pas trop mal, sincèrement, pour en discuter avec les collègues. Mais tout ça aurait pu être bien mieux préparé en amont. Est-ce que, je vous donne la parole, Vincent, à brûle pour point, là, vous parlez de réquisition de logements, de locaux, ce qui est aussi une revendication que nous portons. Par exemple, autour du lycée Fédère, est-ce qu'il aurait pu avoir des possibilités, d'après vous, de réquisition de locaux? Il me semble qu'il y a des bâtiments à Épinay qui actuellement sont vides, d'anciens immeubles, enfin voilà, d'anciens bâtiments administratifs, ce genre de choses, qu'il aurait été possible de mettre à disposition. Alors, je vais pas faire de démagogie, hein. Une salle de classe, c'est pas simplement 4 murs, des chaises et des tables. Oui, maintenant on a besoin d'équipements informatiques, on a besoin de vidéoprojecteurs, etc. Mais tout ça, il aurait été possible de l'anticiper, et puis tout simplement, en fait, voilà, diminuer le nombre d'élèves par classe, avoir des groupes allégés, c'est sanitairement et pédagogiquement meilleur. Mais ça, il n'y a pas que les enseignants qui le disent, hein. Enfin, c'est quand même les propos exacts de Jean-Michel Blanquer dans une vidéo fin juin dernier pour Combini, puisque c'est la façon dont le ministère communique maintenant avec son administration. C'est des choses de bon sens, c'est des choses qui, en plus, nous auraient permis de mieux accueillir les élèves qui ont été, pour une grande partie, très fragilisés par le premier confinement, par le travail à distance, qui, en particulier pour de nombreuses familles, peut être très compliqué, parce que tous les élèves n'ont pas un ordinateur, tous les élèves n'ont pas un ordinateur personnalisé. Quand on est dans un petit appartement, et moi j'en ai eu des élèves qui m'ont dit lors du premier confinement, monsieur, moi on est 6, je peux pas travailler à distance efficacement. Et ça, c'est vrai que cette période a été difficile. En anticipant, en préparant la rentrée beaucoup mieux que ce qui n'a finalement pas été préparé, parce qu'il n'y a pas eu de réelle préparation, on pouvait rattraper des élèves. On pouvait pas, évidemment, on rattrape pas 3 mois de cours, mais en tout cas les accueillir mieux et leur permettre de réussir mieux, à mon sens. Vincent, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'avais 2 petits points que j'ai notés. Effectivement, les parents d'élèves ont réfléchi à la réquisition, comme vous avez évoqué, de bâtiments publics, où il y a toujours des possibilités. Et ça fait partie des revendications. Il y a un point où les professeurs présents ont été gentils, c'est qu'ils n'ont pas évoqué le manque de professeurs aussi en Seine-Saint-Denis, qui aurait pu largement accompagner justement le décrochage, entre autres, de mars-avril. Et aujourd'hui, face à la maladie, alors les cas de substitution, les cas contacts et tout, on est encore là face à la réalité du manque de professeurs en Seine-Saint-Denis. On le dénonce régulièrement et je pense qu'on va vraiment se remettre sur le dossier. Alors, en ce qui concerne les écoles élémentaires, il me semble qu'ils ont ouvert la liste complémentaire. Je crois que dans les
de lycée, on n'en est pas là encore, alors qu'on a une urgence, on a vraiment une urgence. C'est un vrai combat que les parents veulent monter parce que il n'y a pas assez de profs, quoi. Voilà, il n'y a pas assez de profs. Hein. Mon fils est en terminale, je me bats depuis la maternelle. On a pu obtenir parfois des professeurs remplaçants, mais je m'aperçois que c'est un combat de tous les jours. Donc, il faudrait bien qu'ils revoient les chiffres aussi à la hausse, parce que là, il y a le Covid, mais tous les ans, il y a des grippes, tous les ans, il y a des maladies et des naissances, il y a plein de choses. Donc ça, les professeurs n'ont pas évoqué, je me permets de le faire. Quand on parle effectivement des difficultés aussi par rapport au Covid, tous les élèves n'ont pas d'ordinateur, c'est un point. Au confinement de mars, avril, j'avais 4 adolescents à la maison, on imagine la connexion, et heureusement, ils pouvaient se prendre en Wi-Fi parce qu'ils n'ont pas de connexion illimitée sur leur téléphone, mais les enfants, ça aussi, c'est un vrai problème. Je pense qu'un geste aurait pu être fait, c'est permettre aux élèves justement d'avoir une connexion, parce que là, on est dans l'apprentissage. Moi, mon patron, il me fournit des outils. Voilà, je ne sais pas, j'emmène pas ma boîte à outils. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis les ordinateurs, bon, heureusement, les secondes, non, mais il reste les premières et tout ça. Et c'est vrai que, alors, il y a un sujet, je tiens à féliciter les professeurs parce qu'on est un peu pionniers quand même dans la situation du travail, l'école à la maison. Et c'est vrai que c'est pas évident. Je suis content d'apprendre que vous avez eu des formations. Voilà, c'est des échanges qu'on n'a encore pas eu. Alors, j'ai bien compris que c'était pas pour tout le monde. Enfin, tout le monde n'avait pas bénéficié de formation. J'ai pris note aussi des allègements de programme que vous demandiez, enfin des choses parce que là, en plus, le lycée Feller est vraiment, enfin les parents sont vraiment dans l'attente de réconfort, mais aussi qu'on apporte quelque chose à leurs enfants, parce que entre les travaux, le confinement, le Covid, tout ce qu'il en est, c'est un ras-le-bol, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Alors, il y a M. Cholamouterou qui nous a rejoint. Je ne sais pas s'il nous entend. Je ne crois pas, parce que je le vois, mais… Vous m'entendez? Bon, alors je le laisse régler les problèmes de son. On va continuer, puisqu'on est en direct. Donc, j'espère qu'il va régler les problèmes les problèmes d'audio, mais manifestement, il a du mal à nous entendre. Par contre, on le voit. J'ai une question à vous poser là, avant de passer. Là, on a commencé à aborder le sujet de quelle alternative possible, qu'est-ce qui peut être amélioré en cas de nouvelle vague. Est-ce que vous avez été, vous, cas contact d'enfants ou de parents ou d'enseignants malades? Et est-ce que, si oui, est-ce que vous avez été prévenu soit par votre hiérarchie, soit par l'ARS, d'une manière ou d'une autre? Moi, je veux bien dire un mot là-dessus. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Il faut quand même savoir que jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc quelques semaines, il n'y avait pas de cas contact pour les professeurs. Nous n'étions plus, c'était pas possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un professeur porte son masque, et nous devons porter un masque en permanence, nous n'étions pas considérés, nous n'étions plus considérés comme cas contact, ce qui est quand même aussi assez incroyable. Alors bon, le protocole, ça aussi c'est compliqué, c'est-à-dire que les règles concernant le protocole ont été modifiées depuis septembre, je ne sais combien de fois, et on n'a pas toujours été informé clairement, et des difficultés de toute façon à se tenir au courant de ce qui change de semaine en semaine. Mais voilà, donc jusqu'à il y a peu, on n'était pas considéré comme cas contact. Moi, j'ai une classe, je n'enseigne que en terminale, j'ai une classe technologique avec laquelle j'ai fait cours pendant plus d'une dizaine de jours avec seulement 5 élèves. Donc, il y avait des élèves Covid, un certain nombre d'élèves considérés comme cas contact. Bon, peut-être des élèves qui en profitaient aussi pour ne plus venir en cours. De toute façon, tout était très opaque. Mais moi, qui enseigne dans cette classe, on ne m'a jamais considéré comme un cas contact ou mis en garde contre quoi que ce soit. Voilà. On ne vous entend plus, Monsieur Coquerel. Si, en même temps, je regardais ce qu'on disait qu'il y avait des questions. Jean-Marie, vous vouliez ajouter quelque chose? Il y a notre autre interlocuteur. Alors, deux fois, je le vois pas, et je ne sais pas s'il m'entend. Là, je ne peux pas gérer ça en direct, donc je suis désolé.
Jean-Marie, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, sur la situation des cas contacts, alors moi, je touche du bois, j'ai pas été cas contact. On a eu quelques collègues, mais en fait, comme le disait ma collègue, c'est jamais défini en fonction des contacts avec les élèves, puisque voilà, hop, port du masque, apparemment on est immunisé. En fait, c'est arrivé à certains collègues, en particulier dans ce qu'on disait, lors de la cantine. Parce que lors de la cantine, c'est à peu près le seul moment où on se croise sans masque. Et donc là, ça déclenchait automatiquement cas contact. Alors je ne sais pas comment ces collègues ont été prévenus. Je crois que généralement, ils ont été prévenus par les collègues qui avaient les symptômes directement. Je ne sais pas comment notre direction ou comment la hiérarchie de l'éducation nationale a traité ça. Mais il faut signaler que, pareil, enfin, ça montre encore, cette question-là, elle montre encore l'impréparation. C'est seulement depuis cette semaine, ouais, ça doit faire 7 ou 8 jours, que les enseignants sont considérés comme prioritaires lorsqu'ils vont se faire dépister, lorsqu'ils vont faire un test Covid. Jusque-là, c'était pas le cas. Et enfin, le ministère aurait pu décider assez rapidement pour la rentrée, dans la perspective de la rentrée, de dire bon bah voilà, les enseignants, pour éviter qu'ils soient absents trop longtemps en attendant que 7 ou 14 jours, et que donc ils puissent avoir leur test Covid le plus rapidement possible afin d'éviter les absences. Et en gros, c'est arrivé quand même régulièrement des collègues qui ne peuvent pas venir parce qu'ils attendent leur test Covid ou parce qu'ils doivent être à l'isolement. Donc certes, les collègues dans ces situations-là envoie les cours par voilà, nos logiciels de vie scolaire, par Pronote, par tout ça. Mais c'est quand même des situations qui auraient pu être prévues. Il aurait pu être prévu des bataillons de remplaçants qui, depuis les politiques successives de diminution des postes, ou en tout cas de non-embauche supplémentaire, fait que les bataillons de remplaçants de l'éducation nationale titulaires, ces remplaçants-là se retrouvent pris dès le début de l'année parce qu'ils doivent remplacer des collègues qui sont en longue maladie, etc. Et donc, quand on a un collègue qui tombe malade et qui tombe malade de façon très longue, eh bien, le rectorat se retrouve à embaucher des contractuels, des vacataires, parce qu'il faut bien boucher les trous. Et contractuels et vacataires qui sont généralement embauchés après des longues semaines sans cours pour les élèves. On a la situation au lycée actuellement et c'est assez, enfin, ça illustre assez bien ce que l'on fait à l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis. On ne vous entend pas, Monsieur Coquerel. C'est moi qui avais éteint mon micro. Est-ce que, Monsieur Choulamouterou, vous nous entendez? Parce qu'on vous voit, mais généralement, vous ne nous entendez pas. Non, manifestement pas. Et je ne sais pas comment faire. Bien, on continue. Alors, j'ai des questions. Il y a plein d'encouragements sur Facebook. Il y a des questions sur les vaccins, mais là, ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit qu'il fallait prévoir des groupes de classe plus petits. Je pense qu'on l'a abordé. Par contre, il y a une question sur les lycéens. Est-ce qu'ils changent de masque? Si oui, à quelle fréquence? Et est-ce que le lycée fournit les masques? Alors, la région a fourni quelques masques. En fait, il y a eu 2 livraisons. Il y a eu une livraison à la rentrée de la part de la région et pas de la part de l'État. De la part de la région, mais ces masques étaient en nombre insuffisant et ont été gardés pour les lycéens étant dans des situations sociales extrêmement complexes qui auraient eu besoin de cette fourniture de masques. Récemment, donc là, après le retour des vacances, des masques ont été fournis par la région aux élèves. Il y en a eu 2 de fournis. Monsieur Gerbier me contredira si je me trompe. Alors, quant à la fréquence de changement des masques, ça, on n'a aucun moyen de le vérifier. Les élèves doivent le changer. On fait confiance aux familles et aux élèves. Il est évident que beaucoup d'élèves portent le même masque, sinon, alors toute la journée, voire plusieurs jours d'affilée. Moi, je leur en veux pas, hein. Je connais le territoire sur lequel j'enseigne. Ça fait un moment que j'y enseigne et je comprends tout à fait que le coût des masques pour beaucoup de familles puisse être un problème. Alors, c'est quoi le coût des masques, Vincent Gerbier, justement?
Vous m'entendez? Alors, le coût des masques, personnellement, j'en achète pas. Voilà, je me suis débrouillé comme beaucoup de personnes, hein, certainement parmi nous également. Le masque qui a été effectivement fourni par la région, comme je le disais tout à l'heure, il nous pose question pour certains parents. Et il y a 2 masques en fait. 2 masques lavables 30 fois. C'est-à-dire, il faut changer au minimum 2 fois par jour. Donc déjà, ce masque-là, il va durer à peine un mois, hein. On va être d'accord sur l'objet qui a été fourni. Je connais pas les tarifs, je dirais n'importe quoi, donc c'est pas intéressant. Je n'en achète pas dans le commerce parce que j'ai moi un en tissu que d'ailleurs je lave à la main tous les matins parce que le coup de 60 degrés, excusez-moi, mais je fais pas de machine à 60 degrés. Je travaille pas dans la mécanique hein, non plus. Hein. Et par contre, il est vrai que les élèves, bon bah c'est compréhensible déjà par c'est qui changent pas. Enfin, je le comprends comme l'a dit Monsieur Évrard. On est dans un territoire où effectivement, bah, les gens, c'est par l'économie, font attention. Et puis, il y a une conscience économique aussi très jeune. Hein, ça s'apprend très jeune quand on voit les parents qui galèrent. Enfin, je sais pas vous, mais nous, c'était déjà comme ça. On fait attention à ne pas user pour ne pas prendre sur le panier repas. Donc, ça, c'est compréhensible. On les comprend, les jeunes. Et voilà quoi. Mais le prix, je le connais pas. D'accord. Nous, on était pour les masques gratuits. Je vous donne ça comme information. Au moins, dès lors qu'ils étaient obligatoires, et ils sont obligatoires dans les lieux, les établissements, ne serait-ce que pour faire en sorte justement d'avoir la garantie que les masques mis sont des masques qui sont mis dans les règles normales. En théorie, on explique qu'au bout de 3-4 heures, on doit changer d'un masque. Hein. Donc, c'est ça les règles. Donc, ça veut dire 3 masques par jour en réalité. Et on voit bien qu'on en est loin partout. Et donc, ça, c'est un problème majeur qu'on a un gouvernement qui demande de respecter drastiquement euh, les situations. Est-ce que vous avez, d'un point de vue sanitaire, c'est des questions qui viennent sur Facebook, on sait qu'il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres par rapport au Covid. Ça peut être des parents via leurs enfants, mais ça peut être aussi des enfants à certains moments. Je pense par exemple au diabète, des choses comme ça. Est-ce que là-dessus, est-ce que vous avez eu des informations? Est-ce que l'établissement a eu des informations pour gérer ce genre de situation ou pas du tout? Bah, enfin, en gros, là-dessus, sur les fragilités, bon, bah, il y a eu le protocole et puis voilà les différentes directives nationales concernant les fragilités. Après, pour ce qui concerne les fragilités éventuelles des élèves, bah, enfin, je souligne à nouveau hein, le travail assez exceptionnel que fait notre collègue infirmière parce que ça veut dire bah, ouais, plan de prévention, ce genre de choses. Elle est vraiment elle est très très attentive à ces questions-là. Après, concrètement, bah, à part un élève qui a des symptômes, qui doit être isolé si, dans une salle si possible. Alors, lors de, lors du mois de juin, il y avait une salle Covid pour des élèves qui auraient des symptômes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, ce qui pour les infirmières scolaires pose un vrai problème parce que concrètement, dans le protocole, il est dit que si un élève arrive avec des symptômes Covid à l'infirmerie doit, une fois qu'il est sorti de l'infirmerie, être entièrement désinfecté. Ce qui, étant donné le manque d'agents, bon, dans notre établissement, mais aussi dans tous les établissements, est pas possible étant donné le manque d'agents. Après, pour des collègues qui auraient une fragilité, une comorbidité, etc., les autorisations d'absence spéciale sont très difficiles à obtenir. Tout simplement parce que ben ouais, les directions vont être tiraillées entre d'un côté le contrôle de leur hiérarchie pour dire oui vos enseignants doivent venir bosser et de l'autre côté ben enfin voilà, ces injonctions contradictoires, on en parle régulièrement et elles nous touchent tout le temps et je pense à tous les étages en fait à tous les étages dans notre établissement, c'est-à-dire que
d'un côté, oui, il faut préserver les élèves, il faut que les élèves se préservent, soient vigilants, etc. Mais de l'autre côté, il faut quand même que les enseignants soient présents, il faut que les élèves viennent en cours, etc. Et tout ça rend la situation très complexe et très peu lisible. Et Emmanuel l'a dit précédemment, enfin, les protocoles, ils ont considérablement, ils ont évolué depuis la rentrée sans arrêt, avec une communication de la part du ministère qui est déficiente parce que ça, pour communiquer sur CNews, pour communiquer sur BFM TV, il est souvent là, Monsieur Blanquer. Par contre, pour recevoir des circulaires, parce que moi, je suis fonctionnaire et moi, je fonctionne pas avec une vidéo, quoi. Une vidéo, c'est pas une consigne ministérielle. Non, moi, j'attends des circulaires de mon ministère qui dit comment ça fonctionne. Et ça, on les a en retard, on les apprend plus tard. Bon, c'est un mode de fonctionnement qui est mis en place depuis quelques années, mais qui est assez délétère pour nous parce que, comme je l'ai dit avant, c'est l'improvisation permanente. Ok, je vais vous donner la parole, Vincent. On se dit qu'on se donne encore un quart d'heure pour ce Zoom, cette émission Facebook. Là, maintenant, on est dans une situation, on l'a dit tout à l'heure, où on a encore affaire avec le Covid, malheureusement, très récemment, plusieurs mois. Et vous, de toute façon, confinement ou pas, quelque part, ça ne change pas vraiment la situation pour vous, puisque de toute façon, vous accueillez les élèves et qu'on peut penser que même si l'épidémie diminue un peu, la meilleure manière de préparer la suite, c'est de faire en sorte qu'elle ne reprenne pas ou qu'elle diminue. Donc maintenant, je voudrais en venir. Alors, vous en avez déjà donné quelques-unes, des règles que vous imaginez sur la question du dédoublement, l'embauche d'enseignants, dont je peux vous rassurer, c'est absolument pas prévu dans le projet de loi de finances. Puisque je suis commissaire aux finances, il n'y a rien de prévu spécifiquement sur la question de l'éducation nationale et des moyens pour l'éducation nationale spécifiques qu'il faudrait mettre en place. Sur la question de réquisition, vous en avez parlé, sur le fait de former les enseignants justement à cette gestion d'alternance à certains moments. Peut-être aussi, parce que je l'ai noté, alors on sait que c'est une difficulté souvent de recrutement, mais est-ce que dans les périodes actuelles, est-ce qu'il est bien raisonnable d'avoir une seule personne à l'infirmerie pour un établissement de plus de 1000 élèves, alléger les programmes, revoir les modalités, alléger les programmes, pardon, je l'ai répété, voire essayer, alors peut-être qu'il faut préciser un petit peu ce que vous entendez par là, de ce qui peut être fait avec le milieu associatif. Et en dehors de tous ces points, est-ce que, comment vous voyez une alternative au confinement? Est-ce que quelles choses concrètes pourraient être mises en place? Il y a la concertation, pardon, aussi, qui avait été notée par Vincent. J'aimerais bien vous entendre un peu là-dessus, compléter cette situation. Voilà, dans un monde rêvé, le monde qu'on voudrait, de l'alternative au confinement, qu'est-ce que vous feriez? Vincent, vous aviez demandé la parole. Excusez-moi, c'est un peu compliqué les boutons. Alors, j'avais demandé la parole. Effectivement, c'était par rapport à la question d'avant, par rapport aux allergiques. Et bon, allez-y. C'est parce que, en même temps qu'on discute, en fait, j'ai un WhatsApp de parents d'élèves, pas spécialement liés au lycée Feder, qui discutent justement sur les allergies. Et il y a une grosse question aussi, c'est par rapport au gel. Et les enfants qui font des formes d'allergie aussi par rapport à ce produit. Et si on citait d'ailleurs le lycée Feder, je pense qu'il n'y a pas que le lycée Feder, parce que le collège aussi, où étaient mes enfants avant, et reste de Gallois, ça manque de sanitaires. Dans beaucoup d'établissements scolaires, c'est un vrai problème. Les sanitaires, de toute façon, de la maternelle visiblement jusqu'au lycée, je crois que ça va être c'est un problème énorme. Et donc, les parents s'interrogent sur effectivement le gel et revendiquent, pour certains, puisqu'il y a beaucoup de discussions avec le Covid, de discussions et de divisions d'ailleurs, revendique l'eau et le savon, quoi, au plus simple de tous les remèdes. Voilà, quoi. Ça, je voulais apporter ce complément par rapport à votre question précédente. Après, pour effectivement pallier, par rapport à comment on fait entre confinement, j'avoue que je n'ai pas de solution miracle. Là, on s'aperçoit que c'est très compliqué les enfants qui ne vont pas à l'école, c'est impensable, quoi. Je veux dire, je pense que les parents d'élèves à l'FCPE s'est exprimé largement au niveau national. Là-dessus, c'est pas jouable, quoi. Nos enfants, moi, je suis incapable d'apporter à mes enfants ce qu'apportent les profs. Et franchement, on a des professeurs qui sont jeunes. Le dialogue est plus simple, quoi. Moi, je suis déjà hors service, c'est pas vrai, mais en tout cas, je suis le vieux bonhomme, quoi, pour des enfants. Comme c'est comme ça. Alors que la pédagogie
c'est un métier et les retransmissions, voilà, sans faire. D'ailleurs, on parlait des emplois. Quand on voit la situation économique et les emplois, enfin, il y a beaucoup de gens au chômage. Tous les gamins qui sont sortis de l'école pendant le Covid, ils auraient pu pallier justement aussi à accompagner les élèves. C'est des emplois. Moi, je me suis posé la question, je ne le ferai pas, mais je me pose la question, est-ce que je vais prendre un prof en plus à la maison, enfin des choses, on réfléchit à des choses qui sont folles, mais on se pose des questions parce qu'il y a des choses, on peut pas apporter, moi je ne peux pas apporter aux enfants qu'apportent les professeurs. Donc, vous avez posé une bonne question, mais voilà, à part me demander si je dois prendre un professeur, j'exagère, un jeune qui sort des écoles, parce qu'à un moment donné, ça bloque. On a parlé effectivement des problèmes de connexion, et puis c'est pas simple. Ce qu'ils ont à faire, les professeurs, c'est pas simple, parce que c'est nouveau. C'est pas donné à tout le monde d'être opérationnel, entre guillemets pour le terme, devant les choses et les situations nouvelles. Et puis le temps de connexion, quoi. D'ailleurs, Monsieur Aziz Mouterou qui n'arrive pas à se connecter, imaginez une classe entière pour arriver à quelque chose. Tout ça, c'est la réalité. Et vous en êtes certainement conscient, même à l'Assemblée nationale. J'imagine qu'il doit y avoir des choses, ça fait sourire, mais on s'aperçoit vraiment de la réalité. Alors, c'est une nouvelle époque aussi, il y a plein de choses, mais voilà. J'avoue qu'à l'Assemblée nationale, j'aimerais bien qu'il y ait une majorité qui se rende un peu plus compte des réalités. Emmanuel Pos, Oui. qu'est-ce que vous auriez… Je voudrais repartir là, de ce que dit Monsieur Gerbier par rapport à la réalité. Alors justement par rapport à votre appellation, là, les experts du quotidien. Justement, enfin, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'on est en train dans notre discussion, cette histoire du terrain, voilà, parce que on a vraiment l'impression que à tout niveau au ministère, on a des technocrates en costard-cravate qui, du haut de leur haute sphère, prennent des décisions totalement déconnectées de la réalité. Donc déjà, je voudrais revenir sur ce point évoqué par mes collègues, M. Gerbier également, que l'équipement des élèves est défaillant pour beaucoup. Voilà, donc ça, c'est une chose incontournable. Donc certes, Madame Pécresse a distribué des ordinateurs à tous les élèves de première, et tant mieux, mais en l'occurrence, il y a aussi des élèves de première, de seconde, donc pardon, ça a été distribué aux élèves de seconde, mais donc il y a des élèves de première et de terminale qui sont numériquement pas bien équipés, voilà. Et ensuite, pour rebondir sur cette idée aussi d'injonction contradictoire, etc., et le fait qu'on se sent piégé, parce que évidemment, vu la situation, on est bien obligé d'avoir recours partiellement au numérique et totalement lors du premier déconfinement. Donc, malgré le fait que les élèves ne soient pas bien équipés, et ce qui, encore une fois, creuse les inégalités, parce que je sais que des élèves n'ont qu'un téléphone et je me sens coupable d'envoyer un document en PDF de plusieurs pages à faire lire avec un élève qui va avoir les yeux exorbités à la fin de la lecture ou qui ne lira pas, tout simplement, parce que c'est épouvantable de lire plusieurs pages sur un téléphone. Et donc, concernant la question du numérique, je voudrais vraiment dire que les problèmes de l'éducation nationale sont d'abord et avant tout des problèmes pédagogiques et humains et qui ne se régleront jamais par la technologie et le numérique. Et que ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et sans verser dans la paranoïa, il me semble que à notre corps défendant, on est obligé donc de basculer dans le numérique, mais je voudrais porter la parole de nombreux enseignants qui savent bien que c'est un piège. Je veux dire par là que récemment, Jean-Michel Blanquer a dit qu'après le Grenelle de l'éducation, il y allait y avoir des états généraux du numérique et également une conférence sur le professeur du XXIe siècle. Et donc, on sent bien qu'il y a une pente glissante là vers le numérique qui est évidemment pour les institutions une sorte de solution miracle. Plus besoin de recruter de personnel, plus besoin de construire de nouveaux établissements, puisque derrière un écran, ma foi, on peut avoir comme à l'université 20, 30, 50, 80, 150 élèves. Et voilà, ça c'est très dangereux. Et la ministre aussi de la transformation de la fonction publique ne cache pas ses intentions
de faire passer plein de pans de l'administration en télétravail et aussi, enfin, ça concernerait aussi l'éducation nationale. Et voilà, il y a aussi, on peut parler, je sais pas, de la prime d'équipement là, ridicule qui a été donnée aux enseignants, donc une prime, oulala, de 150 € par an. Hein, donc moi, je ne sais pas où on peut trouver un équipement informatique de qualité pour ce prix-là, mais voilà, le ministère aura beau jeu ensuite de dire que les profs sont tous équipés, hein, avec 150 €, on se débrouille. Et voilà. Et enfin, par exemple, une chose aussi concernant le numérique, dangereux, enfin en tout cas qu'il faut avoir, enfin voilà, par rapport auquel il faut être bien vigilant. Par exemple, là au lycée Voltaire à Paris, très récemment, ils ont reçu des webcams pour pouvoir justement en demi-groupe filmer leurs cours, enfin se filmer en direct, ce qui serait retransmis au groupe en distanciel. Et sans qu'il y ait de discussion par rapport à ça, ne serait-ce que par rapport au droit à l'image, que vont devenir ces images, que vont en faire les élèves, même s'ils ne sont pas forcément malveillants. Voilà, nos cours peuvent se retrouver en ligne, sur les réseaux sociaux, tronqués, déformés. Bon, alors quand on sait ce qui s'est passé avec Samuel Paty, voilà, c'est inquiétant puisque ce qui a conduit à l'événement extrêmement tragique concernant Samuel Paty a commencé par une vidéo qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis oui, dans mon monde utopique, oui, le problème, c'est un problème humain. Donc, recruter des personnels, toutes catégories. Et là, effectivement, aussi, je ne sais pas, des services civiques, par exemple. On pourrait penser à cette piste-là, recruter massivement des jeunes en service civique dans les établissements qui pourraient aider les AED, etc. Mais comme vous le disiez, voilà, concernant l'infirmière, enfin, encore une fois, oui, on est tous d'accord pour le dire, elle fait un travail exceptionnel dans notre établissement, mais toute seule pour 1550 élèves. Là, on a une assistante sociale seulement, je crois, 1 jour et demi ou 2 par semaine, bon, je ne sais plus exactement, c'est aussi incroyable. Et puis on pourrait parler, mais ça, c'est déjà du passé, du fait qu'on n'a plus de conseillers d'orientation psychologues dans les lycées, puisque ça a été délégué aussi aux régions et que ça repose aussi sur enfin, c'est une charge supplémentaire pour les enseignants. Donc nous sommes enseignants, mais nous devons aussi devenir des coachs en orientation, ce qui n'est pas notre boulot. Et on ne peut pas connaître toutes les filières de toute la France, de toutes les spécialités qui existent. Voilà, merci. Merci. On va terminer avec Jean-Henri. Je suis désolé, il faudra le dire, je pense que c'est des parents d'élèves qui étaient en salle d'attente Zoom, mais là, je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Une fois que c'est commencé, après, c'est un peu compliqué. Donc, éventuellement, on reparlera avec eux lors d'une prochaine émission. Juste avant de passer la parole à Jean-Marie, toujours au niveau de Facebook, il y a des gens qui me demandent de parler des AESH. Alors, c'est dans les écoles primaires notamment, mais pas que. Et plus globalement, justement, de tous ces élèves qui ont du mal à garder les masques pour des problèmes de handicap à certains moments qui peuvent être évidemment un vrai problème et qui compliquent la tâche déjà compliquée et là aussi trop réduite des AESH. C'est vrai qu'il serait vraiment nécessaire de leur donner un vrai statut et encore plus dans la situation actuelle. Avant aussi que Jean-Marie parle, juste le service civique fait partie du programme de l'avenir en commun. Et on avait imaginé aussi autre chose dans les mesures d'urgence à prendre, là, qui n'est pas la panacée, mais on sait qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui vont arriver sur le marché du travail sans travail, de facto, là. Et imaginer un emploi jeune, des emplois jeunes massifs payés au SMIC pour 5 ans, évidemment moins si ces jeunes trouvent un autre emploi, mais qui auraient pu justement aller aider dans l'éducation. On imaginait 100 000 personnes dans l'éducation. Ça pourrait répondre justement en partie, même si ce n'est pas la même chose que d'engager des enseignants, je ne compare pas, mais ça aurait pu répondre à des aides sur des choses un peu moins qualifiées, y compris vis-à-vis des parents, etc. Voilà, je mets de côté. Et Jean-Marie, est-ce que vous pouvez compléter un petit peu la liste que vous avez commencé à faire tout à l'heure sur le protocole imaginable Ouais, pour poursuivre la réflexion sur le numérique, c'est vrai qu'il
y a une espèce d'illusion technique ou techniciste actuellement, c'est-à-dire que dans cette crise, là, c'est on a un problème, paf, outil technique. Moi, je repense récemment, là, il y a un mois et demi, j'ai lu un article fait par la direction numérique du rectorat de Paris qui claironnait en disant on a une solution en cas de semi-distanciel, de demi-groupe, l'enseignant pourra être filmé, les élèves pourront suivre de chez eux. Donc, cette direction numérique imagine une solution qui a tous les défauts. Ma collègue a parlé du droit à l'image. On ne pense pas à des élèves qui seraient obligés de passer 8 heures en visio. Enfin, je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont du coup, dans cette crise, qui ont été soumis au télétravail, bon, on sait tous que les heures de visio, ça fonctionne pas, c'est pas efficace. Donc, imaginez-le pour des collégiens ou des lycéens. Mais surtout, en fait, comme disait ma collègue, la solution, elle est humaine, elle est pédagogique. C'est-à-dire que, oui, malheureusement, et je dis bien malheureusement parce que j'y reviendrai, si on se retrouve à devoir enseigner à distance, eh bien, la solution, moi, les solutions pédagogiques que je vois, c'est évidemment en formant les enseignants, former les enseignants à des pédagogies qui permettent de développer l'autonomie des élèves. Ça, c'est le grand mantra. Ah oui, il faut que les élèves soient autonomes, sauf que l'autonomie, ça s'apprend. Il faut, je pense, développer des pédagogies qui soient plus coopératives entre les élèves, voilà, qui prennent aussi l'habitude de s'entraider, ce qui, quand ils se retrouvent, par exemple, à distance, peut permettre de fonctionner mieux. Mais ça, voilà, c'est des solutions pédagogiques qui existent, qui sont plus ou moins développées, auxquelles les enseignants sont plus ou moins formés, mais qui sortent de l'illusion technique, qui s'adaptent concrètement à la réalité. On avait fait une petite enquête à la fin de l'année dernière dans le lycée. Il y avait à peu près 10% des élèves qui avaient répondu. Et en gros, sur ces 10% des élèves qui avaient répondu, il y en avait que 70% qui, voilà, il y avait 70% des élèves qui disaient avoir un ordi à la maison. Et ceux qui avaient un ordi personnel à eux tout le temps étaient vraiment extrêmement minoritaires. Donc, il n'est pas possible d'envisager d'enseigner en visio à des élèves 8 heures dans la journée. C'est pas possible et c'est pas souhaitable, surtout. C'est pas souhaitable. Et il faut être très clair, je l'ai lu un petit peu dans les commentaires du live Facebook. Les enseignants, nous refusons largement le recours au tout distanciel comme ça a eu lieu lors du premier confinement. Lors du premier confinement, on n'a pas eu le choix, ça a été mis en place dans la précipitation étant donné la situation sanitaire. Mais justement, ce qui nous, cette année, nous mobilise, c'est bien ce refus du tout distanciel, comme il a eu lieu précédemment, parce qu'il est néfaste. Il est néfaste scolairement. On a eu beaucoup d'élèves qui ont décroché. Enfin, tous les enseignants qui ont testé ça pendant les mois de mars, avril, voire après, ont pu remarquer cet étiolement là, progressif des effectifs lors des cours en visio, etc., etc. Et alors, j'évoquais tout à l'heure la sollicitation du milieu associatif. Bon, malheureusement, ce milieu associatif, il a aussi été bien décimé ces 10-15 dernières années. Et en particulier, par exemple, les associations d'aide aux devoirs qui pouvaient exister avant, et en particulier qui pouvaient exister avant dans certaines communes de Seine-Saint-Denis, il y en a assez peu qui existent maintenant, mais c'est des structures qui auraient pu être sollicitées pour permettre justement de réduire le nombre d'élèves par classe, de permettre de faire plus de demi-groupes, de permettre aux élèves qui ne peuvent pas être accueillis ce jour-là dans leur établissement de pouvoir quand même être accueillis dans une structure en dehors du domicile pour être dans un cadre. On sait bien qu'être dans un cadre scolaire, même professionnel pour les adultes, aide à mieux travailler. Et moi, je veux quand même dire un mot pour les gens qui nous écoutent. Malgré tout ça, malgré toute cette difficulté, en fait, notre lycée, on le fait fonctionner. On est heureux de retrouver les élèves. Enfin, moi, je me souviens de la rentrée, j'étais heureux de retrouver les classes. C'était agréable
de se revoir malgré le masque, malgré le gel, malgré toutes les contraintes, c'était chouette. Et cette année, enfin au lycée, il y a plein de projets. Il y a des projets pour l'orientation des élèves, une classe Dauphine, donc en partenariat avec l'université Dauphine, l'atelier Sciences Po pour que certains élèves. On a eu 4 élèves l'an dernier du lycée qui sont partis, qui ont intégré Sciences Po cette année. Il y a des classes interdisciplinaires, il y a des classes coopératives, il y a le projet lycéen au cinéma, bon, qui pour l'instant est un peu en stand-by parce que les cinémas sont fermés. Il y a une classe son. Moi, je mène un projet, par exemple, sur l'histoire des familles juives d'Épinay-sur-Seine pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il n'y a pas trop de voyages organisés et organisables cette année, c'est pas faute d'avoir essayé, mais il se passe plein de choses quand même, malgré tous les bâtons qu'on nous met dans les roues. Et, et ça, faut pas l'oublier. C'est pas parce que notre ministère a été dans une improvisation permanente que les enseignants n'ont pour autant rien préparé cette année, et on continue à travailler avec les élèves, et ça reste une grande joie. Merci Jean-Marie Évrard de ce bel hommage. Je voulais dire qu'on était bien meilleur que tout le ministère réuni. Voilà, ça sera mon dernier mot. Le ministère réuni, j'en doute pas, et en tout cas que Blanquer, c'est certain. Bon, merci à vous d'être venus. J'ai pris toutes les notes là, parce qu'au fur et à mesure, on en fera une synthèse pour essayer justement d'avancer des choses concrètes. Et puis, je suis toujours là pour le lycée Fédère pour essayer de pousser sur ces histoires avec Pécresse. Merci d'être venu. Désolé, Vincent, si vous pouvez transmettre aux autres parents qui ont essayé de venir. J'ai vu qu'il y a plusieurs parents qui ont essayé de venir. Je ne sais pas comment ils ont eu l'adresse, mais là, je n'ai pas réussi à le gérer. Bon, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Et puis, donc à tous les internautes, on se retrouve sur un prochain épisode des experts. C'est un peu un clin d'œil, mais vous voyez que c'est vraiment des experts hein, dans les informations qui ont été données et les propositions dans les jours à venir. Je ne sais pas encore quel jour. Et pour information, je commence une nouvelle série à partir de mercredi prochain parce que je veux faire un projet de loi contre le trafic de drogue. Et donc, je fais une série que je devais faire en présentiel et que je vais faire pour l'instant en distanciel. Ça commencera mercredi prochain à 19h et ça sera avec l'auteur d'un fort bon bouquin qui s'appelle H, qui s'appelle Bruno Laforesterie, qui sera avec nous. Voilà, on essaie comme ça de garder le lien et d'élaborer des choses, d'argumenter et de continuer. Merci à vous en tout cas d'être venus. À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup.